Donc Thierry Pardon, ta Fogg, présentation. chercheur à l'unité de recherche ETNA, érosion torrentielle neige et avalanche. Donc je vais vous parler un peu d'un retour d'expérience. Ce qu'on m'a demandé en fait, l'exercice qu'on m'a demandé, c'est de parler de 3 avalanches en particulier. On aurait pu en choisir d'autres, mais c'est des avalanches assez récentes qui, par au moins un aspect, voire plusieurs, peuvent être qualifiées de remarquables, d'exceptionnelles. Enfin bon, je ne sais pas quel terme employer. On entoure un peu plus en détail à travers ces avalanches. C'est l'avalanche de la Grave qui a eu lieu cet hiver en 2021, l'avalanche du Bourja en 2018 et l'avalanche du Rigopiano en 2017, qui malheureusement a fait beaucoup de morts en Italie. Donc pour rentrer directement dans le sujet, je montre 3 images qui pour moi peuvent conduire à qualifier ces 3 événements au moins par un aspect comme exceptionnel. Donc, la première image en haut à gauche, c'est la zone de départ de l'avalanche de la Grave, donc du 11 février 2021. C'est sur le glacier de Pitabuchi, on précisera ça un peu plus tard, mais on voit une cassure linéaire, donc la plaque de neige qui est partie, qui fait environ 800 mètres de longueur, et sur une épaisseur de 1,50 m à 2 mètres. Alors, ce n'est pas des dimensions exceptionnelles, mais pour ce site, j'ai tendance à dire que oui. Pour l'avalanche du Bourja, un élément, c'est de raisonner sur le paravalanche. C'est la photo en haut à droite. On a une digue paravalanche qui fait 8 à 9 mètres de haut en moyenne. Et on a un dépôt qui est venu bien remplir ce paravalanche. Pas partout, on y reviendra, mais les parties où le dépôt est le plus haut, il est 3 à 4 mètres au-dessus de la digue paravalanche, avec un léger débordement d'ailleurs. Je ne sais pas si on voit ma souris là. Un léger débordement au front. Donc, rien que par l'ampleur la taille du dispositif par avalanche, on voit que cette avalanche est de gros volume. Alors, à la limite, c'est peut-être la moins exceptionnelle des 3 avalanches. Je tenterai d'expliquer pourquoi, même si c'est impressionnant de voir ce paravalanche rempli, je pense que c'est la moins exceptionnelle. Et ensuite, en bas à droite, il y a l'avalanche du Rigopiano en Italie qui a eu lieu le 18 janvier 2017. Et là, j'ai pris cette image dramatique de cet hôtel qui est déplacé sur presque 50 mètres. Un hôtel à 4 étages, donc on y reviendra, mais là, ça témoigne vraiment de la puissance exceptionnelle de cette avalanche. On reviendra pourquoi cette avalanche a été exceptionnelle en puissance. Et là, par contre, il y a plusieurs aspects qui sont exceptionnels sur cette avalanche. Il n'y a pas que le résultat, en termes de puissance, est exceptionnel, mais il y a d'autres aspects. Donc, je vais d'abord vous proposer, en fait, j'ai décidé de partir comme ça, je n'avais pas trop d'idées au départ, je vais vous proposer une intercomparaison, en fait, de ces 3 avalanches, c'est-à-dire les faire dialoguer, même si ces événements n'ont aucun rapport les uns avec les autres, c'est quand même des avalanches de neige, dans les 3 cas, et les intercomparer un petit peu par rapport à plein d'aspects, ça nous permet aussi de dégager certaines spécificités de chaque événement. Et après, j'essaierai de revenir au cas par cas sur chaque avalanche pour voir quelques aspects plus spécifiques. On aura une discussion à la fin sur des conclusions sur 2 aspects, plus questions de recherche qu'on peut se poser derrière et aussi des messages un peu à retenir en tant que gestionnaire. Donc, la situation géographique de ces 3 sites avalanches. Vous avez donc ici un zoom sur l'Italie et la France. Donc, on a le site de la Grave, donc dans les Alpes, presque le sud, donc les Hautes-Alpes. Donc, ici, un couloir qui est orienté nord, une avalanche qui est partie vers 3200 mètres d'altitude, qui arrive au village de la Grave, dans la vallée de la Roman, je crois, vers 1400 mètres d'altitude. Une autre avalanche donc, dans les Alpes du Nord, donc c'est l'avalanche du Bourja, qui est partie, on va y revenir, dans une zone très haute, sous le dôme du Côté, donc, et qui est aussi un couloir nord et qui arrive en bas à peu près 1000 mètres au niveau de la digue du Bourja. Et une avalanche en Italie, donc, dans les Apennins, donc le massif Apennin, donc la partie centrale. Donc là, j'ai envie de dire que c'est ici, donc le village de Rigopiano ici, et puis la montagne Montesella à 2000 mètres d'altitude, et Rigopiano à peu près à 1100 mètres. Donc c'est des petits dénivelés ici. J'ai envie d'employer le terme de montagne
des moyennes montagnes, voire de montagnes à vaches, hein, par rapport aux deux homologues ici, des grands couloirs nord avec des contextes de haute montagne, avec des glaciers dans les zones de départ. Ici, on est vraiment dans des montagnes qui ne sont pas forcément enneigées de manière continue tout l'hiver. Déjà, on voit se profiler une situation un peu niveau météo un peu exceptionnelle ici. Donc des orientations couloir est pour le Rigopiano et nord pour les deux couloirs français. Donc pour analyser un peu un événement avalancheux, il faut savoir un peu ce qui s'est passé au niveau des conditions météo et de neige. Donc, ma question à Samuel tout à l'heure, c'était aussi pour un peu mettre en exergue un point très délicat, c'est de passer de l'échelle massif, météo, information qu'on a à une échelle assez globale, à l'échelle du couloir pour prédire finement un déclenchement, une plaque de neige, par exemple, qui va déclencher une avalanche. Donc, c'est très, très difficile de passer de la grande échelle à la petite échelle. Même, par exemple, un événement météo tel qu'un retour d'Est qui monte dans un peu du Nord, comme le dit Samuel, n'est pas forcément facile à appréhender et savoir comment on peut traduire ça sur un couloir donné. Donc le passage d'échelle est vraiment pas simple pour passer des conditions au niveau météorologique grande échelle à la zone de départ. Et là, on peut vraiment l'illustrer sur ces trois cas où il y a vraiment des différences très claires en termes de données. Par exemple, quand on est sur l'avalanche de la Grave, donc en haut à gauche, qui part du glacier du Tabuchet, donc ici, on a des données assez précises et bien localisées, puisqu'on a la station Nivos qui est à la Mèche, donc vraiment on a l'échelle ici, hein, c'est un peu plus d'1 kilomètre à vol d'oiseau de la zone de départ du glacier du Tabuchet. Vous voyez ma souris ou pas? Oui, on Bravo. voit la souris, oui. Donc, ça me permet de matérialiser un peu ce que je dis. Donc ici, vous avez la zone de départ du Tabuchet et la station Nivos. Donc on a plein d'informations, on a les hauteurs de neige, on a la direction, on a les températures, on a aussi Flocat, donc un capteur Flocat au col du Lautaret, donc à 6-7 km à vol d'oiseau, et on a la direction du vent et l'intensité du vent. Donc ça, c'est des super informations. L'événement niveau météo est caractérisé assez localement. On pourrait revenir à ce que c'est le local, mais j'y reviendrai. Mais par exemple, on constate qu'il y a eu 4 jours de vent fort de direction essentiellement ouest qui est parti vers le sud-ouest, avec des rafales qui atteignent 80 km/h, qu'on a eu un cumul de neige sur 3 jours de 60 cm, après les données de la station Nivose. Et on a eu un transport de neige donc très conséquent sur de la neige froide, sèche. Et là, on est sur un flux océanique, donc un flux d'ouest assez classique. L'événement météo est assez classique. Donc on a les données disponibles, c'est un événement niveau non exceptionnel. Si on va au Bourjat, alors là, pareil, la vallée de Chamonix, c'est une vallée très étudiée. On a beaucoup de données en termes, par exemple, de hauteur de neige associée à une période de retour. On sait, par exemple, que typiquement, la hauteur de neige centennale, on va dire à environ 3000 mètres d'altitude, c'est à peu près 2 mètres. Dans la vallée de Chamonix, donc ça, c'est des informations sur des grandes séries de données sur le long terme. Donc, on a des informations importantes, mais malgré tout, on peut aussi se poser la question pour ce cas précis de l'avalanche du Bourjat de 2018, du caractère un petit peu particulier de l'événement, parce qu'on était c'est un peu l'objet de ma question à Samuel tout à l'heure, on était dans un phénomène météo de retour d'Est qui est remonté très haut dans les Alpes. Ça, c'est plutôt atypique, et ça a eu des conséquences sur cette avalanche, puisqu'on va y revenir par rapport au départ. Donc l'événement, c'est essentiellement de la neige froide et sèche à très haute altitude, avec des cumuls assez importants, jusqu'à potentiellement 120 cm en 48 heures, au-delà de 2000 mètres. Et il est important de noter aussi qu'il y a une mésotherme zéro qui a beaucoup fluctué, et qui est montée probablement très haut, à 2000 mètres, voire plus, hein, d'après les échanges avec Météo France et Cherche Taboulot. Donc une fluctuation de la limite punaise assez importante, on va y revenir par rapport aux écoulements qui sont produits derrière en termes de qualité de neige. Et après, on a l'événement du Rigopiano, donc toujours pour faire le parallèle avec ces deux autres avalanches. Là, on est dans une situation où il y a très peu de données niveau météo, très peu d'études du massif. Pourquoi? Parce que peut-être c'est un massif qui n'a pas une culture aussi poussée du risque avalanche. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de station, il n'y a pas de mesure de neige précise
dans le secteur. Donc, par exemple, l'événement au niveau météorologique a été reconstitué soit à partir de témoignages ou de photos qu'on a vues après l'événement, ou alors à partir de simulations. Donc, c'est l'objet, par exemple, de ce graphe-là, c'est des simulations de manteaux neigeux. Et on a estimé, enfin, l'étude des Italiens qui ont travaillé sur le sujet ont estimé un cumul sur 3 jours de 2,50 m sans vent avant l'avalanche, parce que l'avalanche s'est déclenchée pendant les chutes de neige. Et il s'est déposé encore au moins 1 mètre de neige après. Donc c'est quand même des précipitations de neige a priori très, très importantes, avec un transport de neige de vent important qui a fluctué. On est parti d'une direction nord-ouest, on est passé par le nord et on est parti au nord-est sur les 3 derniers jours avant l'événement. Ça apparemment, c'est dû à une dépression polaire qui est restée bloquée sur l'Italie avec de l'air froid polaire qui venait de Russie qui s'est arrêté, qui s'est déversé en fait, des grosses précipitations sur la partie orientale du massif des Apennins, avec l'air chaud en compétition venant de la mer Adriatique. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la météo, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a vraiment une situation de blocage dépressionnaire sur le massif des Apennins qui a déversé beaucoup de neige. Donc un cumul très important, et même des photos en témoignent, on verra ça plus tard. Donc là, on a des données des niveaux météo locales qui sont pas disponibles, et apparemment, c'est quand même un événement exceptionnel, et même on peut parler de crue avalancheuse, puisqu'il n'y a pas eu que cette avalanche pendant cet événement. Donc voilà, c'est juste pour dresser un petit panorama et montrer que, suivant les événements, on n'a pas du tout le même type d'information au niveau météorologique. Et ensuite, nous, il faut traduire ça en tant que, si on veut étudier l'avalanche en tant que telle dans le couloir donné précisément localisé à cet endroit, on doit passer à la zone de départ et étudier les conditions de déclenchement. Alors, c'est très, très clair, encore une fois, pour la Grave et glacier du Tabuchet, on a des données niveau météo parfaites. On a une super météo le lendemain de l'avalanche, donc on peut voir, faire une belle photo de la zone de départ. Donc ici, j'ai matérialisé en jaune la largeur de la plaque, je rappelle, environ 800 mètres de largeur. Des cassures linéaires en rive gauche et en rive gauche, pardon, ici, et en rive droite, si je suis le couloir. Et un vent qui souffle essentiellement de l'ouest, qui tourne au sud-ouest, et éventuellement, peut-être, un effet local topographique. Donc c'est ça aussi pour expliquer la descente d'échelle d'un donné météo, même si on a des mesures locales, à ce qui se passe vraiment dans le couloir. Il y a peut-être eu un vent ascendant de sud qui a bien chargé cette face. Donc on a un grand volume de départ. C'est ça qui fait que cette avalanche est exceptionnelle, c'est la longueur de la plaque initiale. Il y a un aérosol de grande ampleur qui s'est formé. Alors dans le cas du Bourja, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on n'a pas pu vraiment observer on sait, tout laisse à penser. On a des témoignages qu'il y a une plaque qui est partie sous le dôme du Goutet. Donc le dôme du Goutet il se situe par ici. Là. Ici, c'est le couloir du Bourja, l'aiguille du Goutet, là, que je présente avec ma souris. Et derrière, on a le couloir de Tacona. Donc en général, ce qui part des Séracs, ici, part dans le couloir de Tacona, le couloir voisin. Et ici, en fonction d'où ça part, il est possible de faire fonctionner une jonction entre le couloir de Tacona et le couloir du Bourja. Donc c'est ce qui s'est passé ici. On a un départ de plaque en neige très froid dans le contexte de haute montagne, donc à plus de 4000, vers 4000 mètres, qui déclenche un aérosol, donc la neige froide légère, et qui vient passer sur le couloir du Bourja, ici au niveau de cette crête, cette brèche. Il y a 2 brèches en fait. Donc, on a tracé approximativement ici l'emprise de l'aérosol. Sur la base, je me suis référé à une étude de Stéphane Otiska de l'ONF et du RTM qui a étudié ceci en détail, cette avalanche en détail. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ce départ à haute altitude, dans le couloir Tacona, avec un fonctionnement de la jonction, a été combiné à un retour d'est qui est monté très haut dans les Alpes du Nord, donc qui ne s'est pas arrêté à la Maurienne ou à la Tarentaise, et qui est monté jusque dans la vallée de Chamonix. Et un retour d'est, ça signifie que le vent vient d'ici et qu'on charge la rive droite du couloir du Bourja. Pardon. En général, les avalanches du Bourja, elles partent souvent sous l'aiguille du Goutet. C'est souvent ces zones de départ qui fonctionnent. Et là, il se trouve que c'est plutôt les zones de départ en rive droite qui ont fonctionné, qui ont sûrement été déclenchées, les zones secondaires que j'appelle, déclenchées par l'aérosol qui, lui, est parti sous le dôme du Goutet. Donc, c'est un peu un phénomène en cascade avec une zone de départ initiale et des zones de départ secondaires.
On avait des cassures bien visibles, hein, un peu symbolisées par ces pointillés en jaune, hein, que j'ai tracé un peu à la louche, mais on voyait bien depuis le fond de vallée ces cassures en rive droite, qui ont été chargées par un vent de sud-est. Donc là, on a un peu une combinaison quand même d'un départ particulier à très haute altitude sous dôme du Goûter, avec un retour d'est. Et dans le cas du Rigopiano, l'événement niveau météo donc, on peut le qualifier d'exceptionnel. Beaucoup de neige fraîche, du froid polaire, donc la neige froide et sèche, une épaisseur de rupture probablement très, très grande, et une surface assez significative là, qui est identifiée ici. Et un vent qui est changeant, mais qui charge typiquement, un vent de nord, nord-est, qui charge typiquement cette zone. Alors, ce que je retiens de ces 3 sites, ben, c'est qu'à chaque fois, on a eu de la neige froide et sèche, au moins en zone de départ. On va y revenir. Un transport de neige conséquent, qui a aggravé les choses, qui a augmenté les épaisseurs localement. Et ça a généré à chaque fois un aérosol. Dans les 3 cas, un aérosol, et dont des aérosols de très grande ampleur, notamment à la Grave et au Bourget. Donc voilà pour les conditions de déclenchement. Alors, la nature des écoulements, il y a 2 transparents là-dessus, parce qu'il y a d'abord l'aérosol, effectivement. Dans chaque cas, on a un départ en neige froide et sèche. Donc, les conditions sont réunies, en fait, pour générer un aérosol. Alors, qu'est-ce que c'est un aérosol? C'est cette image-là, pour ceux qui sont moins avertis du risque avalanche. Voilà ce que c'est un aérosol. C'est comme un nuage de poudreuse, donc une avalanche qui se propage très rapidement à des hauteurs très, très, très importantes, qui peut facilement franchir des barres rocheuses. Là, c'est un exemple d'un aérosol qui est parti dans le couloir Tacona et dont une partie part sur le couloir du Bourja, là, à gauche. C'est une avalanche qui a eu lieu au printemps de cette année, et qui montre aussi le fonctionnement donc, de cette jonction entre Tacona et le Bourja. Donc un aérosol, c'est quoi? C'est une suspension de particules de glace, de cristaux de neige, donc qui sont de l'ordre du millimètre. Donc c'est symbolisé ici par cette couche verte. Et cet aérosol, à un moment donné, si les conditions de neige sont réunies et les conditions de température sont réunies, donc des conditions froides, une neige légère, on peut générer un gros aérosol. Cet aérosol, il a eu lieu dans les 3 cas. Il a été très, très exceptionnel au niveau de la Grave, et ça, c'est directement corrélé à la largeur de la plaque. Imaginez une plaque de 800 mètres de long sur une épaisseur de 1,50 m, voire plus. Vous générez très facilement un aérosol de grande ampleur. Au Bourja aussi, sous le dôme du Goûter, il y a un aérosol et on voit très bien les traces de cet aérosol sur la forêt en aval. Bon, j'ai pas précisé, j'ai pas mis de photo ici du Rigopiano parce que tout simplement, l'aérosol a eu lieu, il était là, il a joué un rôle, on y reviendra, mais je ne le qualifie pas comme un aérosol de grande ampleur par rapport à ceux qui ont lieu à la Grave ou au Bourja, même si cet aérosol est sûrement de grande ampleur ramené au site du Rigopiano. C'est toujours relativement à quelque chose. Donc ici, là, pour revenir à ce schéma, j'ai symbolisé par le vert, c'est la couche aérosol, donc une avalanche de neige poudreuse avec des particules de glace d'1 millimètre. Et dessous, on a toujours un écoulement plus dense d'agrégats de neige qui font typiquement, si la neige est froide et sèche, une dizaine, 5 à 10 cm. Donc on a une espèce d'équilibre thermodynamique entre l'air froid ambiant qui agit comme un thermostat qui refroidit en permanence la neige, et la neige qui voudrait par cohésion former des agrégats de neige de plus en plus gros. Mais comme il y a un froid suffisant, cet écoulement reste. Il y a un équilibre au niveau de la taille des particules, et on forme un écoulement dense, des agrégats de neige qui font de l'ordre de 5 à 10 cm. Voilà un écoulement de neige qu'on appelle mixte, avec un écoulement dense de neige froide granulaire à la base et un aérosol. Et à un moment donné, cet aérosol qui va très vite, qui prend une ampleur importante, peut vivre sa vie tout seul, on va dire. Et l'écoulement dense, si les conditions évoluent, peut transiter vers un autre écoulement. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les 3 cas. Notre écoulement dense à la base a évolué vers un autre type d'écoulement. Donc c'est un écoulement formé d'agrégats de neige typiquement de 5 à 10 cm en taille. Mais à un moment donné, pour des raisons différentes, cet écoulement dense a transité. Donc j'en viens à un deuxième transparent sur la nature des écoulements. Donc qu'est-ce qui s'est passé je vais commencer d'abord par le cas le plus caractéristique, c'est l'avalanche du Bourja. Si on regarde le dépôt, on sait qu'on a un aérosol qui est parti
très haut, donc vers 4000 mètres, avec une neige très froide. Et quand on regarde le dépôt en bas, on a un dépôt caractéristique d'une neige très humide. Donc ici, je suis avec un collègue du RTM, Renaud-les-Lille. On voit des blocs on voit la taille par rapport à la personne, la taille des blocs donc de neige. C'est plus des agrégats de neige de 5-10 cm, c'est vraiment des blocs de plusieurs mètres qui constituent le dépôt au milieu d'autres blocs plus petits, mais on a des structures en fait solides, de grande taille qui se sont formées, et ça c'est indicateur d'une transition vers un écoulement beaucoup plus cohésif, où les agrégats, la granulation est tellement forte que les agrégats s'agrègent entre eux et forment des blocs solides. Donc ça génère typiquement ces dépôts très épais, hein, qui peuvent même se déposer à des épaisseurs qui sont très lents et se déposer à des épaisseurs plus grandes que l'ouvrage par avalanche, ce qui était le cas au Bourja. Donc on a eu une transition d'un écoulement de neige froide et sèche, donc la partie dense de l'avalanche mixte, vers un écoulement de neige très humide. Et ça s'explique bien par si on revient à l'événement niveau météo, par une montée de l'isotherme zéro. L'isotherme zéro est monté très haut à un moment donné, il y avait des grosses fluctuations avec même de la pluie très haut, donc le manteau neigeux, à un moment donné, s'est chargé en eau, par réchauffement, mais aussi par rapport de précipitations liquides. Donc on a franchi cette limite de l'isotherme caractéristique -1 en fait, c'est-à-dire que l'avalanche qui était en neige froide est arrivée sur un manteau neigeux plus humide, a prélevé, érodé de la neige humide, l'écoulement a transité vers un écoulement humide. Alors ça c'est une isotherme -1, la limite -1, c'est une limite bien connue maintenant d'un point de vue scientifique, parce qu'il y a eu pas mal d'études sur ces transitions chaud-froid, et effectivement, si le dénivelé est suffisant en dessous de l'isotherme -1, on va pouvoir transiter complètement vers un écoulement de neige humide, et c'est exactement ce qui s'est passé sur l'avalanche du Bourja. Un aérosol qui a vécu sa vie tout seul, qui a franchi le paravalanche, et ensuite un écoulement de neige dense qui a transité vers un écoulement de neige humide très différent. Alors cette transition, elle a aussi eu lieu dans le cas de la Grave, mais de manière beaucoup plus partielle. Je dirais, ça se voit bien sur le type de dépôt. Elle a eu lieu, hein, si on regarde le dépôt, il a formé une langue ici qui est avec des agrégats de taille très, très importante qui pouvaient atteindre des tailles typiques de celles qu'on voit aussi ici, au Bourja. Par contre, d'autres parties du dépôt présentent des agrégats de plus petite taille, et on voit un dépôt qui est d'abord très étalé, contrairement à l'avalanche du Bourja où on voit plusieurs langues se former, ce qu'on appelle de l'autochanalisation, donc une sensibilité de l'écoulement du matériau qui s'écoule à la topographie, beaucoup plus forte. Donc moi, je l'ai qualifié d'une neige humide, très humide ici, au Bourja, alors que la transition était plus partielle à la Grave. Et les températures étaient beaucoup plus froides, l'isotherme zéro est remonté seulement beaucoup moins haut. Donc la transition n'a pas eu le temps, la transition de l'écoulement de neige dense sèche vers un écoulement de neige humide, dense humide, ne s'est pas faite complètement. Donc c'est une transition un peu plus partielle, je dirais. Alors que dans maintenant on regarde le Rigopiano, on a eu la première réaction de beaucoup d'experts, ça a été de dire que ça a été un écoulement de neige froide de haut en bas. Et effectivement, les conditions étaient des températures très froides, dues à ce froid polaire, même à basse altitude, malgré l'altitude basse, je veux dire, du Rigopiano. Et on le voit très bien sur le dépôt, là, ici, de neige. Les secouristes sont en train de creuser le dépôt de neige, et on voit que les agrégats de neige en surface, au moins, ne sont pas des agrégats de grande taille, et on sent qu'ils n'ont pas trop de difficulté à mettre des coups de pelle dans cette neige qui, à mon avis, est plus froide. Par contre, quelque chose qui a pu surprendre beaucoup de gens, c'est après, bien plus tard. Là c'est une photo un jour après ou 2 jours après l'avalanche, donc c'est tout blanc. Mais plusieurs jours, plusieurs semaines après l'événement, on voit un dépôt d'arbres, de saules, caractéristique vraiment de cette avalanche. Et en fait, on a transité d'un écoulement dense de neige froide qui restait froide, mais qui s'est chargé en arbres. J'ai vraiment envie de dire ici qu'on a eu, à un moment donné, la transition d'une avalanche de neige vers une avalanche de neige et d'arbres. On va y revenir. Donc, dans les 3 cas, on a une transition. À la Grave, c'est une transition partielle vers un écoulement de neige humide. Au Bourja, une transition totale vers un écoulement de neige humide. Et dans le Rigopiano, c'est une neige qui reste froide, mais qui se charge en embâcle, en tronc d'arbre et en tranche d'arbre. Donc l'ampleur du phénomène, elle peut se mesurer par les dégâts que font les avalanches. Et effectivement, si on regarde les dégâts, on peut se dire que ces 3 avalanches ont quand même un caractère assez remarquable.
voire exceptionnel pour le Rigopiano. On peut citer ces dégâts. Donc, à la Grave, il y a une canalisation d'eau potable qui a été rompue, il y a beaucoup d'arbres déracinés par l'aérosol, le camping de la Mèche qui a été très impacté avec des structures légères en bois, le chalet d'accueil des bungalows qui ont été détruits. Il y a un bâtiment télécom qui a été impacté, des maisons plâtrées par l'aérosol avec quelques huisseries impactées, des bris de vitres. Donc, ça a entraîné quand même des problèmes sur quelques jours, hein. Ce n'est pas une crise majeure, mais une crise tout de même. On n'a pas d'eau potable ou des restrictions d'eau pendant quelques jours, des ruptures de liaison Internet et des coupures téléphoniques. Dans le cas du Bourjat, il y a des chalets plâtrés par l'aérosol, des cheminées endommagées, des arbres déracinés, beaucoup d'arbres déracinés par l'aérosol, en rive gauche, en rive droite et un peu et en aval de la digue. Il y a un pylône métallique qui est décapité. Bon, je dirais, ce sont des dégâts matériels, toujours critiquables, mais c'est des choses qui arrivent dans la vallée de Chamonix et les gens sont habitués à voir des aérosols passer. C'est assez courant de voir des chalets plâtrés. Ce qui pouvait être un peu plus problématique, mais qui a été bien géré, hein, au final, c'est que le paravalanche, à un moment donné, a été pratiquement rempli, ou au moins en rive droite, très bien rempli. Donc, il y avait un risque de suravalanche, mais là, on a un outil qui est l'évacuation, et effectivement, des évacuations ont été faites par rapport à ce risque de suravalanche, que je rappelle, cette avalanche a eu lieu début janvier 2018, donc l'hiver n'est pas fini, mais on peut toujours s'attendre à une situation niveau météo qui fait qu'on peut craindre une autre avalanche. Donc ça, c'est une problématique de gestion en temps réel du risque par rapport à un paravalanche plein, on y reviendra. Bon, les Rigopiano, malheureusement, c'est une catastrophe humaine, avec 29 morts, bon, 11 rescapés, un hôtel complètement détruit, qui est déplacé sur les 50 mètres, une forêt, on peut parler de déforestation, une forêt qui a disparu. Donc un impact psychologique énorme, et aujourd'hui encore, un dossier juridique très complexe. Donc maintenant, je vais faire un panorama. Je ne sais plus combien de temps il me reste, je suis peut-être un peu bavard. Il me reste combien de temps, Margot? Vu que les autres devant toi étaient un peu moins bavards, tu as encore 15 minutes. Ah, super, donc je vais essayer de faire, mais c'est moins long a priori, je vais faire un petit zoom sur chaque événement. Donc en insistant un peu sur ce que je vois de spécifique, sur un point spécifique ou deux sur chaque événement. En sachant que le Rigopiano, il y a beaucoup de points spécifiques et je vais insister sur un point, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors sur le Bourjat, rappeler un peu l'ampleur de ces couloirs d'avalanche dans la vallée de Chamonix, hein. C'est une vallée qui est habituée, qui a une culture du risque avalanche. Et il faut rappeler quand même les dimensions de ces couloirs qui sont parmi les plus gros en Europe, hein. L'avalanche du Bourjat, si elle part du sous Dôme du Goûter, en dessous de 4000 mètres, et elle arrive à la digue par avalanche, c'est un dénivelé de pas loin de 3000 mètres. Et une distance parcourue, dans le cas de 2018, donc de 5,5 km environ. Donc c'est un dénivelé parcours, rien que par ces dimensions, on voit que c'est une avalanche remarquable. Parce que la jonction Tacona-Bourjat a fonctionné, voilà, ça en fait une avalanche remarquable. C'est aussi remarquable par le fait qu'on a rempli quand même une digue par avalanche qui fait 8 à 9 mètres de hauteur. On a contenu un volume mesuré depuis le bas de la cascade de glace ici, là. On voit bien souris jusqu'à la digue en aval, un volume qui a été mesuré à 208 000 mètres cubes. Le volume de dépôt ici. Après, il y a pu y avoir des phénomènes de reprise et le volume mobilisé est sûrement plus important parce qu'il y a des parties qui ont été déposées plus en aval, probablement. Plus en amont, pardon. Donc, ce qu'on peut dire sur cette avalanche, oui, elle est remarquable par sa taille. Elle est remarquable par l'événement météo, parce qu'il y a un retour d'est qui remonte très haut dans les Alpes du Nord et qui charge la rive droite, et combiné au fonctionnement de la jonction du Dôme du Goûter vers le couloir du Bourjat, on a déclenché ces zones très chargées et on a généré cette avalanche. Là, moi, ce que je note pour cette avalanche, c'est la partie paravalanche plein. On a un paravalanche, pas complètement plein, mais en grande partie plein, notamment en rive droite, et aussi dans l'axe du torrent, parce qu'on a aussi une problématique de torrent, donc on ne peut pas fermer complètement la digue dans l'axe du torrent. Donc il y a une langue qui s'engouffre dans le torrent, et c'est pareil pour le couloir Vazin à Tacona. Il y a un gros dépôt en rive droite et moins de neige au centre. Et là, je voudrais profiter de ce retour d'expérience sur cette avalanche pour discuter un peu
la difficulté qu'on peut avoir à dimensionner un ouvrage par avalanche par rapport à la qualité de la neige mise en jeu. Donc, dans le cas de Tacona, du Bourja, l'avalanche de 2018, on a clairement un écoulement de neige humide. Ici, je le rappelle sur ces photos avec des structures solides formées. On voit bien qu'un écoulement de fluide viscoplastique a coexisté avec un écoulement granulaire. On a formé des structures très, très grandes. On compare ici encore à la taille d'une personne. Mon collègue Aline et Hervé Bello. On voit la taille de ces blocs, des grands plans de cisaillement avec des contraintes probablement très très fortes, un écoulement qui peut se stocker à des épaisseurs supérieures à la digue. Donc on peut s'interroger sur qu'est-ce qui se passe quand on change la qualité de cette neige. Donc clairement, l'avalanche du Bourja a transité d'un écoulement de neige humide vers d'un écoulement de neige froide vers un écoulement de neige humide. Alors on peut utiliser les outils de simulation numérique tels qu'on développe par exemple à l'unité de recherche ETNA, à l'INRAE, que d'autres collègues au niveau européen développent aussi dans d'autres laboratoires de recherche. C'est des modèles qui sont basés essentiellement sur les équations de Saint-Venant. Donc on va intégrer les équations de conservation de la masse et la quantité de mouvement dans l'épaisseur. On va faire l'hypothèse en fait que ces écoulements sont très longs devant leur épaisseur caractéristique, qu'ils sont incompressibles. Et on va utiliser une loi de fermeture qui est une loi de frottement, ici un peu enrichie avec un terme de cohésion. Grâce à cette cohésion, on va pouvoir étudier un peu le changement de la qualité de la neige de l'écoulement. Donc la contrainte, je vais faire un peu plus de science ici, la contrainte à la base de l'avalanche, c'est la somme de trois termes, donc un terme inertiel proportionnel à la vitesse au carré, plus l'avalanche va vite, plus elle va devoir s'opposer à une force de résistance proportionnelle à cette vitesse au carré, donc c'est vraiment une résistance fluide, au sens fluide, une partie frictionnelle, donc du frottement, et puis une partie cohésive. Et on va jouer sur ce terme de cohésion, chose égale par ailleurs. Donc on conserve en fait ces deux autres termes, mais on va jouer sur la cohésion. Et là, par exemple, je vous présente 3 simulations d'avalanche du Bourja. Je dis que ce sont des cas virtuels, je ne cherche pas à reproduire l'avalanche de 2018. D'ailleurs, j'en ai pour preuve le fait que je fais partir l'avalanche d'une zone de départ qui ne correspond en rien à celle de 2018, une avalanche qui part sous l'aiguille du goûter, donc bien plus bas, dans la zone classique en fait, de départ de ces avalanches. Et je simule 3 avalanches à des niveaux de cohésion différents. Alors, ce qui se passe au premier temps, c'est des avalanches assez similaires, qui se propagent à une vitesse très similaire, puisque l'inertie domine. Finalement, les termes de cohésion et de frottement ne sont pas dominants. Et on voit quand même qu'à l'arrière des écoulements, on a une queue très longue qui se dépose quand on augmente la cohésion. Mais ces effets de la cohésion deviennent très importants quand l'avalanche arrive vers sa phase d'arrêt et va justement interagir avec ce paravalanche. Ces simulations en fait, permettent d'illustrer un comportement très différent du type de matériau en fonction de sa teneur, de sa teneur en eau liquide, de sa rhéologie en fait, en fonction de quand il interagit avec la digue. Donc ici, de gauche à droite, on a un écoulement qui est de plus en plus cohésif. Donc on voit déjà, et on regarde l'avalanche quand elle vient impacter la digue par avalanche. Et on voit déjà qu'il y a un écart, un retard qui est de plus en plus grand entre l'avalanche très cohésive et l'avalanche quasiment pas cohésive, donc un écoulement de volmie pur. Donc c'est l'avalanche met 2 fois plus de temps à arriver au niveau de la digue. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que l'avalanche, dans le cas où elle est très peu cohésive, une neige très froide et sèche, elle s'étale beaucoup. Elle remplit bien le dispositif, alors que quand on va vers un écoulement plus cohésif, elle forme des langues, elle est beaucoup plus sensible à la topographie, une grosse partie part dans le torrent, et une partie se stocke en rive droite. Et ça, c'est assez cohérent avec ce qu'on observe, par exemple, sur l'avalanche. Je ne cherche pas à reproduire cet événement de 2018, mais je cherche juste à reproduire qualitativement le comportement de la neige au niveau du paravalanche, et c'est assez cohérent avec cette observation qu'on a le milieu, là, ici, du paravalanche, entre la rive gauche, le torrent, et la rive droite complètement chargée, qui est vide de neige, pratiquement, et c'est bien ce qu'on retrouve ici sur cette simulation où on a augmenté largement la cohésion. Donc tout ça pour illustrer que le comportement de la neige, la qualité de la neige, c'est vraiment une variable très importante. Et par exemple, si on a un écoulement très froid, eh bien, l'avalanche va beaucoup s'étaler dans le dispositif, remplir le dispositif et voir le déborder. C'est ce qui s'est passé typiquement là, en 99 sur l'avalanche de Tacona, ou sur l'ancien dispositif, le dispositif depuis a été amélioré, on a largement débordé en rive droite et largement débordé la digue à l'aval. Et ici, par exemple, on avait fait une étude assez poussée, grâce aux simulations numériques basées sur l'équation de Saint-Venant, du volume qui déborde la digue à Tacona en fonction du volume initial de l'avalanche pour différentes
pour différents nombres de Froude. Le nombre de Froude, il faut le prendre comme l'énergie cinétique de l'avalanche. Et on voit que, évidemment, plus le volume de l'avalanche est grand, donc si on prend chacune des courbes, plus le volume qui déborde est grand, et plus on augmente le nombre de Froude, plus l'énergie cinétique est grande, plus ce volume qui déborde va déborder. Et ça, c'est typiquement vrai pour une avalanche de neige froide et sèche. Par contre, quand l'avalanche transite vers un écoulement humide, on peut espérer stocker beaucoup plus de volume dans le dispositif. Et c'est ce qui s'est passé un peu, j'ai envie de dire, si j'analyse un retour l'avalanche du Bourja, on a des conditions de neige très froides et sèches, mais grâce à la transition sèche vers humide, on a pu stocker beaucoup de neige dans le paravalanche. Donc, j'ai envie de dire, il y a eu un concours de malchance parce que le retour d'Est est monté très haut. L'avalanche est partie du dôme du Goûter, l'aérosol a sollicité les zones de départ secondaire en rive droite et a formé un écoulement très puissant, un aérosol, un écoulement de neige froide très puissant, mais qui heureusement, j'ai envie de dire pour le paravalanche, s'est transformé en neige humide. S'il ne s'est pas transformé en neige humide et était resté froid jusqu'en bas, on aurait pu s'attendre à ce type de comportement, donc une neige très froide, très fluide, avec des coefficients de frottement faibles, qui déborde facilement un paravalanche. Et là, on peut très bien illustrer ce type de comportement très différent en fonction de la qualité de la neige. C'est un cas dans le Valais où on voit un dépôt de neige très froide, très uniforme, qui s'est très étalé ici, là, et d'autres dépôts de neige beaucoup plus humides, qui forment des langues très confinées avec ce qu'on appelle du fingering, dans les voies d'avalanche, qui s'étalent beaucoup moins. Et récemment, on a un exemple d'avalanche au Nant d'Armancet. Donc, c'était vendredi dernier. J'ai rajouté cette photo au dernier moment sur ma présentation qui montre ce que peut faire une avalanche de neige froide, qui reste froide assez longtemps, pratiquement jusqu'en phase d'arrêt. Donc, les dernières photos que j'ai eues du dépôt par un collègue du RTM, Rémi Martin, montrent qu'il n'y a pas eu beaucoup de granulation. La granulation a commencé, c'est-à-dire qu'on voit des agrégats de neige, mais de très faible taille par rapport à un écoulement de neige humide, typiquement au Bourja. Quand on a une neige froide et sèche, on remplit bien l'espace de stockage. Bon, ici, l'espace de stockage, c'est une plage de dépôt torrentielle qui a bien servi à stocker la neige, qui a joué un peu un rôle de paravalanche. Thierry, il te reste 5 minutes. C'est très bien, j'arrive au Ok. Rigopiano. Rigopiano, c'est très rapide en fait. Je voudrais mettre le focus sur quelques éléments exceptionnels. Il y a eu une météo et une nivologie exceptionnelle dans le massif des Apennins pour cet événement. Donc, les images parlent d'elles-mêmes. Ici, on est sur la route du Rio Piano entre le village de Farandola et Rio Piano qui est à 1100 mètres, le village de Farandola à 530 mètres. Vous voyez la taille des hommes, on a plus de 2 mètres de neige sur la route. On a un contexte très délicat puisqu'on a un contexte de tempête, des chutes de neige et du vent pendant que l'avalanche se produit et un séisme. Donc ça rend la gestion de crise très difficile. Je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de ce contexte où c'était très difficile d'intervenir à la fois parce qu'il y avait de la neige et parce qu'il y avait ce contexte de séisme qui peuvent rendre les choses difficiles. D'ailleurs, il y a des liens qui ont pu être établis entre certaines avalanches et le séisme. Pas forcément celle du Rigopiano, ça reste un point très délicat, mais en tout cas, de certaines avalanches déclenchées pendant cette crue avalancheuse, on peut vraiment parler de crue avalancheuse, il y a eu beaucoup d'avalanches, et là, il y a une photo prise le 27 janvier, donc une dizaine de jours après l'événement Rigopiano, de plusieurs avalanches qui ont détruit des forêts. Donc l'aspect, on pourrait parler de plein de choses sur Rigopiano, malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais l'aspect, moi, que je retiens, qui est le plus exceptionnel, c'est la manière dont l'avalanche a détruit, a déforé, c'est une véritable déforestation. Donc là, j'ai récupéré le montage photo qu'avait proposé Stéphane Outiska dans un rapport qu'il a fait sur cette avalanche avec des collègues de l'INRAE. On a une photo de 2010, je crois, là, sur Google Earth, avec la forêt bien présente partout dans la gorge. Et la photo quelques jours, une semaine après l'événement. Donc l'avalanche a tracé, j'ai envie de dire, son propre couloir. Et tout ça est dû au fait qu'on a un aérosol qui est parti avec une très forte puissance, qui a passé un éperon rocheux ici, qui a emporté beaucoup d'arbres. Et ensuite, l'écoulement dense s'est chargé en arbres. Et ce que je retiens, c'est qu'on a une avalanche de neige et d'arbres. Donc c'est quand même un phénomène avec une grosse quantité d'arbres. On est habitué à voir des avalanches transporter des arbres, mais en telle quantité, avec une telle intensité, on voit rarement ce type de phénomène. Et ça a donc causé le déplacement de ce bâtiment, donc l'hôtel du Rigopiano, d'une 50aine de mètres.
Donc, j'ai fait sur la base des estimations des vitesses d'avalanche rétro-analysées par les collègues italiens et suisses, qui sont arrivés à des vitesses de l'ordre de 30 mètres par seconde. Je précise bien la vitesse de l'avalanche au niveau de l'hôtel. Donc, quand l'avalanche a commencé à beaucoup ralentir, elle est en train d'éroder, d'incorporer, l'avalanche d'incorporer plein d'arbres, elle va beaucoup moins vite que ce qu'elle allait plus haut en amont. Donc, elle est encore à 30 mètres par seconde, des hauteurs de 2 à 3 mètres. Si on se base sur ça, on a des forces, des pressions d'impact inertielles de l'ordre de 300 à 450 kPa. Et on peut aussi se poser la question de la masse volumique qui est beaucoup plus élevée qu'une neige froide et sèche, puisqu'elle est chargée d'arbres. Donc, on a une masse volumique qui peut monter à 400-500 kg par mètre cube, estimée par les collègues italiens. Et on peut aussi se poser la question du coup de cette présence de beaucoup d'arbres qui chargent la neige, de l'anisotropie des contraintes normales dans ce matériau. Peut-être que la composante hydrostatique, donc liée à la hauteur de l'avalanche, n'était pas si négligeable que ça. Et effectivement, si on fait des calculs un peu rapides à la main, on peut monter à des pressions de 100 kPa au niveau de la pression hydrostatique. Donc, il faut rajouter cette contrainte à la pression inertielle et on obtient donc des pressions de plusieurs centaines de kilopascales. Et très rapidement, je vais passer à la grave. Donc, à la grave, ce qui est exceptionnel, c'est la largeur, j'ai déjà dit, de la rupture de la plaque initiale. Alors, j'ai échangé récemment avec Stéphane Onziska à propos de cette largeur. Et on peut se poser la question, mais c'est juste une hypothèse, hein. Ce sera à vérifier et à étudier plus en détail. Mais si on regarde une photo du début du XXe siècle, du glacier du Tas-de-Buchet, on voit qu'il était très bas, qui remplissait beaucoup ces deux rognons. Là, on voit qu'il y a deux rognons rocheux là, qui sont très nets, qui sont bien remplis de glace. Donc, on a une pente en fait du glacier, une pente moyenne qui est beaucoup plus faible, qui est en moyenne assez faible ici. Et le glacier s'est retiré au fil des années et on a pu créer une pente beaucoup plus forte localement, ce qui peut expliquer qu'ici, on est peut-être à une rupture, un changement de concavité et c'est peut-être propice à la formation de grandes plaques. C'est vraiment une hypothèse, mais c'est juste pour dire, pour soulever cette question, que le retrait des glaciers peut changer la morphologie, la géomorphologie des zones de départ et peut-être avoir une influence sur certains couloirs. C'est peut-être le cas du Tas-de-Buchet. C'est vraiment une hypothèse, hein. Il n'y a pas d'affirmation. Voilà un caractère peut-être exceptionnel de cette avalanche. Donc oui, elle a généré un aérosol de grande ampleur et je rappelle un peu toutes les trajectoires. Il est sorti en rive gauche, sorti en rive droite et il est venu impacter très fortement le camping de la Grave ici, avec beaucoup de dégâts sur le camping de la Grave. Et j'ai fait quelques simulations de l'écoulement dense avec nos modèles Saint-Venant et on peut remarquer que l'écoulement dense a une mobilité plutôt remarquable, ce qui est cohérent avec le fait que la transition vers l'écoulement humide n'a été que partielle. C'est un écoulement qui est resté très, très mobile, puisque si on rétroalise l'événement, on a besoin de mettre un coefficient de frottement de l'ordre de 0,18, qui commence à être des valeurs assez faibles, pour retrouver l'arrêt au niveau de la remanche. Donc voilà, j'en viens aux conclusions. J'ai fait deux transparentes conclusions. Donc le premier, je me positionne plutôt en tant que scientifique. Je cherche à voir la rétroanalyse de ces trois événements. Les questions que ça m'amène, ça m'amène plusieurs questions. D'abord sur les scénarios de surface de départ, notamment le cas de la Grave. On est armé aujourd'hui, je trouve, pour mesurer, pour rétroanalyser et mesurer des hauteurs de neige dans les zones de départ. Par contre, je pense qu'il y a un gros travail aussi. Enfin, on peut toujours améliorer ça, hein, la prédiction des hauteurs de neige, la prédétermination des hauteurs de neige, et surtout la descente en échelle, descendre d'une échelle grande à massive jusqu'à la zone de départ. Mais par contre, je pense qu'on a encore du travail à faire sur les surfaces. Quelle surface de zone de départ? Parce que c'est vraiment une combinaison d'une surface fois une hauteur, le volume de départ. La compréhension aussi des écoulements est encore loin elle reste partielle, hein. Les écoulements combinent, dans ces trois cas, on l'a vu, un écoulement aérosol, un écoulement dense qui peut transiter d'un écoulement de neige froide à un écoulement de neige humide. Donc cette transition froid-chaud, c'est quelque chose de compliqué parce qu'on a la coexistence de rhéologies très, très, très différentes au sein d'un même événement. Donc ça rend les modélisations plus difficiles. Le rôle de la température semble important et c'est des choses qu'on peut voir si on se réfère à la présentation de Samuel Morin. Plutôt, on peut imaginer que l'augmentation des phénomènes de neige humide, donc ça va augmenter, donc c'est vraiment un problème important auquel il faut s'attaquer.
Bon, je ne vais pas tout lister. Il y a un point important, c'est l'interaction aussi entre l'écoulement et la forêt. Dans chaque cas, on a une interaction forte entre les écoulements et la forêt, donc que ce soit l'aérosol avec la forêt. L'aérosol a une trajectoire très inertielle, en fait. Il est capable de détruire en partie des forêts. Et dans le cas du rigopiano, ça peut mobiliser beaucoup d'arbres et ils peuvent être aussi entraînés par la partie dense et causer des dégâts extrêmes en aval. Donc l'interaction écoulement-forêt et écoulement-obstacle en général, c'est encore une problématique qui demande beaucoup de recherche. Et je conclus par quelques messages à garder à la maison. C'est qu'un paravalanche ne protège pas contre les avalanches d'aérosols, et ça, il faut bien le garder en tête. Le couloir du Bourja et son voisin de Tacona en sont les exemples parfaits. Les aérosols franchissent aisément et très souvent des digues qui font 10 à 15 mètres, voire 25 mètres de hauteur pour Tacona. Un paravalanche ne protège jamais à 100% contre les écoulements denses. Il faut toujours avoir en tête qu'un paravalanche est dimensionné pour un scénario, un aléa d'écoulement dense, des périodes de retour données ou un aléa maximum observé, et qu'on a toujours cette solution d'évacuer, et c'est ce qui est couramment pratiqué dans la vallée de Chamonix. Donc on a plein de communales de sauvegarde qui fonctionnent très bien dans cette vallée, où on évacue souvent des habitations qui sont en aval d'un paravalanche. Il ne faut pas se croire en sécurité si un couloir n'a pas produit d'avalanche d'ampleur. Quand je parle d'ampleur, c'est une avalanche qui a touché des enjeux et fait des discussions importantes depuis des décennies, depuis un siècle, voire plus. Et là, je ne peux que citer l'exemple du Rigopiano, malheureusement, mais aussi celui du Nanda Marset, tout récent. Bon, il n'y a pas eu de dégâts, pas de victimes, mais ça aurait pu passer près, mais une avalanche qui est descendue très bas. Et ensuite, le rôle de la forêt, il faut bien avoir en tête qu'une forêt peut stabiliser des zones de départ, mais elle ne protège jamais contre les écoulements, et ces trois événements en sont la preuve. Au contraire, l'aérosol peut déforester, et même on peut avoir un effet aggravant de cette forêt et de ces arbres qui sont transportés par l'écoulement. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé, j'ai été un petit peu long. Je remercie au passage tous les collègues avec qui j'ai pu discuter sur ces événements, donc des collègues à Etna, INRAE que je n'ai pas cités, il y en a plusieurs, des collègues de l'ONF et RTM, des collègues de Météo France, les collègues italiens dans le cas du Rigopiano, et d'autres collègues à l'international. Merci.